Bonjour à tous. Christine Lagarde, merci. Merci d'accepter d'ouvrir ce troisième forum international économique et financier de Paris. Merci de répondre à quelques-unes des questions qui vont dominer les travaux de toute cette journée. Madame Lagarde, il y a aujourd'hui, je crois, trois séries d'interrogations. La première porte sur l'ampleur de la crise que nous traversons. La seconde série d'interrogations porte évidemment sur les scénarios de reprise que nous pourrions écrire. Et puis la troisième série concerne évidemment la capacité des États, dont la capacité des États de la France, à soutenir l'activité pour éviter ou pour freiner la récession. Première question, elle porte sur l'analyse que vous faites de la crise aujourd'hui. Où en est-on ? On est en plein dedans. On est au cœur du cyclone ? Je ne saurais pas vous dire si on est au plus profond, mais on est en plein dedans. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans une situation de financement de l'économie extrêmement tendue. Je vous rappelle que c'était la crise financière qui avait démarré le processus à partir d'un phénomène qu'on a presque oublié maintenant, qui était le phénomène des subprimes en août 2007, il y a 1 an et demi. Et qu'ensuite, le feu a couvé sous la cendre pendant un certain temps. Les banques centrales ont fait leur travail, ont approvisionné en liquidités. Et pour autant, nous le savons maintenant, les acteurs financiers, toujours plombés, si j'ose dire, par un certain nombre d'actifs toxiques dans leur bilan, ne se sont jamais fait confiance véritablement pour restaurer le climat suffisant permettant le prêt interbancaire. L'événement Lehman Brothers est intervenu le 15 septembre, a précipité la défiance parmi tous les acteurs financiers et on se trouve maintenant dans un système qui, tout doucement, commence à s'améliorer. C'est-à-dire que le prêt interbancaire a recommencé à fonctionner de manière un peu plus raisonnable à des taux qui ont commencé à baisser. De la même manière, le marché obligataire commence à se réactiver doucement et sur les meilleures signatures, les émissions obligataires trouvent preneur. C'est une impression que vous avez, ça, ou c'est une information précise? Parce qu'on a eu le sentiment la semaine dernière que le premier plan de sauvetage des banques n'avait pas réussi dans sa finalité et que vous aviez été obligé de remettre au pot, d'une certaine façon. On a réamorcé. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, le réamorçage s'est fait, mais les marchés sont encore extrêmement tendus. Et les marchés sont très attentifs à la qualité des fonds propres. C'est pour ça que nous avons fait la deuxième vague que nous avions prévue, la deuxième tranche si vous préférez, la deuxième tranche que nous avions prévue pour renforcer les fonds propres des banques et leur permettre, avec des fonds propres cette fois-ci plus solides que nos titres super subordonnés, pardon d'entrer dans le détail, pour leur permettre donc d'emprunter et de continuer à développer le financement de l'économie. Mais je crois que sur le front financier, la situation s'est stabilisée, elle commence à s'améliorer, 1 sur le plan des émissions obligataires, 2 sur l'interbancaire. Donc le système est sécurisé de ce côté-là? Le système est stabilisé et on note une amélioration, une tendance à l'amélioration, avec des spreads toujours manifestes entre différents risques pays, différents risques corporate, mais avec une amélioration. Sur le plan économique, en revanche maintenant, où pendant un certain temps on s'est demandé s'il y aurait contamination entre la crise financière et la crise de l'économie réelle. Là, très clairement, on est en train de subir de plein fouet les conséquences du gel du crédit à l'économie, de la diminution de la consommation, de la perte de confiance générale, pas seulement en France, en Europe, dans les pays développés, et cette espèce de blocage du crédit, de freinage brutal de l'économie. Je crois qu'on a évité la thrombose, on a évité l'asphyxie, ça recommence à circuler. Mais il y a eu un coup de frein terrible qui a été donné, en particulier au mois de novembre, au mois de décembre 2008. Je vous rappelle que beaucoup d'usines automobiles à ce moment-là ont tout simplement cessé leur production, avec les effets induits que ça a pu ensuite entraîner en amont et en aval. Donc là, on est dedans et on est évidemment dans l'action à 2 niveaux. La recapitalisation avec cette deuxième tranche pour les établissements financiers, qui va s'échelonner entre maintenant et puis l'émission des actions de préférence, si ce sont les actions de préférence qui sont choisies par les banques. Et puis la relance
qui, je l'espère, est complètement voté au niveau du Parlement par les deux chambres et qui va pouvoir se mettre en œuvre pour les investissements publics. Sachant que pour l'accélération des paiements dus par l'État aux entreprises, on a déjà commencé depuis le mois de janvier et que ce soit au niveau des acomptes d'IS, des crédits de TVA, on a accéléré les remboursements. Est-ce que vous avez des scénarios de reprise et j'irais même jusqu'à vous demander des calendriers de reprise? Il y a plusieurs scénarios, vous avez raison. Ce que l'on peut prévoir probablement, c'est quand même une contraction très forte du commerce mondial. Les prévisions FMI nous donnent une division par deux d'un commerce mondial qui en 2008 était déjà pas particulièrement florissant. On commence à avoir un tout petit peu d'informations sur le plan de relance du président Obama pour l'économie américaine et quelques vagues éléments, mais très vagues encore, d'un plan de stabilisation du système financier à l'initiative du Trésor américain. Donc on est obligé de travailler sur des hypothèses qui sont encore assez floues. On a maintenant une meilleure idée de ce que les Allemands vont mettre sur la table pour relancer, alors qu'ils, pendant des semaines, ils nous avaient laissé entendre que c'était pas le moment, que c'était pas approprié, qu'ils n'en feraient pas autant que nous. Donc, on commence à avoir des choses un peu plus tangibles. Mais le calendrier d'une reprise va dépendre considérablement de l'entrée en vigueur des plans de relance. Si le plan américain, aussi massif qu'il soit, peut arriver vite dans l'année 2009, on aura un calendrier de reprise qui s'accélérera par rapport à un calendrier beaucoup plus lent si le plan de relance américain met du temps à travers les canaux parlementaires habituels, à travers le mécanisme du earmarking qui sera demandé par un certain nombre d'élus américains. Donc, je crois qu'on aura de toute façon un mouvement de reconstitution des stocks pendant je pense, fin du premier semestre 2009. Mais ça sera pas un véritable mouvement de reprise. Ça va réamorcer un peu. Moi, je pense qu'on a plutôt des chances d'avoir une reprise fin 2009. Les plans de relance ont été massifs. Le plan américain atteindra 1500 milliards de dollars au bas mot. Les plans européens, mis bout à bout, doivent arriver dans ces zones-là. Est-ce que les États, et c'est la question que beaucoup se posent, ont les moyens de financer de tels plans de soutien? Si ce ne sont pas les États, ce sera personne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les seules signatures qui sont crédibles sur le marché, ou les seules garanties qui vaillent quelque chose, ce sont les signatures des États. Donc on n'a pas le choix. On devra évidemment très vite se poser la question de l'après-crise, de la manière dont on résorbe une partie des endettements, une partie des déficits qui auront été créés. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix et il faut à la fois centrer notre effort sur le rétablissement des mécanismes de crédit, la relance et pour ce qui concerne la France, la poursuite de la restructuration nécessaire pour que notre économie reparte du bon pied. La fragilité de certains États en Europe, dans la zone euro, on pense à la Grèce, on pense au Portugal, on pense à l'Espagne, ne vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas au niveau de la monnaie qui nous est commune. Je crois que l'euro va nous servir de corset de sécurité, si j'ose dire, et je l'espère un peu d'amortisseur de crise. Ça n'est pas parce que leurs signatures ont été légèrement dégradées que pour autant elles sont au bord ni de la sortie ni de la faillite. Il y a eu des bouleversements considérables sur les 12 derniers mois. Vous regardez l'Irlande. L'Irlande qui était en surplus se retrouve en 2008 à 6% de déficit. Et le déficit sera plus grave encore en 2009. Vous regardez la Grande-Bretagne qui tout d'un coup explose son déficit. Vous regardez toutes ces économies qui ont été bâties sur, un business plan un peu monoproduit finalement. Qu'il s'agisse, je pense à l'Espagne pour l'immobilier, je pense à l'Angleterre d'une certaine manière pour les services financiers, je pense à l'Irlande qui là aussi a beaucoup travaillé sur l'immobilier et sur des développements à forte intensité fiscale, si j'ose dire. Ça prouve un peu les vertus, quelque part, d'un modèle français qui est célébré par ailleurs, si j'écoute un petit peu les journalistes de Newsweek, par exemple, parce qu'on a un modèle qui est beaucoup plus équilibré, qui comporte un certain nombre d'amortisseurs, qui parfois sont un poids dans les périodes de grand élan et de grand développement de la croissance, mais où là,
grâce à certains paramètres à la fois de dépenses publiques, de capacité d'amortissement pour les personnes, que sont les régimes d'indemnité de chômage, le revenu de solidarité active, l'ensemble de la structure sociale qui entoure les citoyens, on a probablement une chance de passer dans la crise en souffrant peut-être un peu moins que les autres. Une des conditions du succès, une des conditions de la sortie, et vous l'avez beaucoup expliqué, c'est la coordination des politiques, non seulement au niveau européen, mais au niveau international. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la coopération internationale est équilibrée et satisfaisante? On a eu un gros effort de coordination, de coopération. C'est une tentation grande que de s'occuper d'abord de sa chapelle avant de penser à l'ensemble du village. Il y a un risque protectionniste aujourd'hui, il y a un risque de repliement. Il y a non seulement un risque protectionniste, mais il y a aussi un risque de se concentrer sur l'avantage compétitif du pays et d'ignorer le reste. Et je vais vous donner un exemple. La définition des fonds propres pour les établissements financiers, par exemple. Il faut absolument qu'on arrive à cette harmonisation, parce que sinon, on va avoir des marchés qui vont jouer certains pays les uns contre les autres. Il faut bien se garder de cela. Il faut faire extrêmement attention à poursuivre sur les questions d'harmonisation, sur les questions de lutte contre les centres non coopératifs, mot élégant pour parler de paradis fiscaux qui ne fournissent pas d'informations prudentielles. Il faut continuer à travailler sur la question de la composition de l'IASB, l'International Accounting Standard Board, qui dicte un peu les principes comptables et la façon de mesurer la valeur de notre économie. Il faut qu'on continue à réfléchir à toutes les mesures qui permettent de lutter contre la procyclicalité qui viennent aggraver les situations de crise. Alors ça, c'est un cahier des charges qui avait été écrit pendant le sommet de Washington. Le 15 novembre. C'est un cahier des charges qui doit être présenté, enfin du moins dans ses conclusions et dans ses résultats, en avril au prochain G20 de Londres. Oui. Où en est-on dans la préparation de ces réformes? Vous savez que le G20 est sous présidence britannique. Oui. Donc les Britanniques, dès avant Noël, avaient constitué 4 groupes de travail. Moi, j'avais convoqué le 18 décembre un ECOFIN informel supplémentaire, ce qui n'était pas du tout la norme. On a un peu transgressé une fois de plus pendant la présidence française pour soumettre aux partenaires européens des pistes sur la régulation financière, sur une meilleure transparence, sur le financement du FMI, sur le rôle accru du FMI et du Forum de stabilité financière et sur l'appartenance d'un certain nombre de pays qui n'y sont pas aujourd'hui. Donc sur toutes ces questions-là, on a déjà avancé en position commune, nous les Européens. La présidence tchèque va poursuivre. Et bien entendu, soit en qualité de coprésident dans le groupe qui s'occupe de la Banque mondiale et des banques internationales régionales, la France est très présente et on fait avancer les dossiers. La France a avancé, les Européens ont avancé. Est-ce qu'il n'y a pas une culture anglo-saxonne qui freine des 4 fers sur les modifications que vous appelez de vos voeux? Je pense aux normes comptables, je pense aux paradis fiscaux. Il ne faut surtout pas qu'on relâche la pression. Et je pense que la crise est douloureuse à bien des égards, mais elle a un caractère transformationnel et il ne faut surtout pas qu'on perde cet avantage-là de la crise et il faut qu'on pousse ces dossiers-là sans laisser retomber le soufflet, sans laisser les tendances naturelles des marchés fortement financiers ou des cultures dites anglo-saxonnes qui préféreraient s'accommoder sans doute d'un peu moins de régulation. L'autre condition du succès, c'était la réanimation des organismes internationaux de gouvernance. On pense au FMI, le Fonds monétaire international, à l'OMC aussi. Où en est-on là? Sur le Fonds monétaire international, il y a d'abord eu déjà un effort d'amélioration de la gouvernance. Il faut continuer parce qu'il faut plus de financement. Le Fonds monétaire international est un organe qui aujourd'hui est très sollicité. Ils étaient un peu en sommeil pendant un certain temps quand tout allait bien. Faute de moyens. Mais c'est précisément la question. Dans la mesure où le FMI est sollicité pour prêter, il faut considérer des ressources supplémentaires, une gouvernance différente et plus de place autour de la table pour que les émergents en particulier aient leur mot à dire et soient véritablement concernés. L'OMC, là, il va y avoir une vraie question de la poursuite du dialogue sur le cycle de Doha. Il va bien falloir arriver à en sortir par le haut, par le bas ou par le côté, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, soit qu'un accord soit trouvé comme y sont incités les membres de l'OMC par les pays du G20, soit parce qu'on aura trouvé un accord à minima ou un accord qui inclurait les investissements de manière un peu plus large, qui inclurait par exemple les questions d'environnement de manière un peu plus précise, mais il va falloir trouver une sortie.
l'Amérique que vous connaissez bien a changé en profondeur ou pas? Il y a un nouvel espoir qui s'est levé. Ça, c'est absolument évident, même si on est très peu de jours après l'élection du président Obama. Et non, mais parce que sentimentalement, le principe de réalité peut rattraper la gouvernance américaine. Mais l'Amérique est capable de nous faire rêver. Elle est capable de se rêver elle-même et de transformer son rêve, peut-être en réalité. On ne va pas faire de spéculation, mais le monde d'après la crise sera très différent de celui qu'on a connu avant la crise. Il y a des choses qui ne pourront pas se reproduire. Est-ce que les leçons ont été tirées? Moi, je pense que la crise produira aussi un phénomène qui atteint la culture profonde de nos sociétés. Et je crois que jamais de manière aussi globale et pluridisciplinaire, on a ressenti ce phénomène de rareté. Rareté de la ressource financière, curieusement, alors que les liquidités abondaient. Rareté de la ressource énergétique, pétrolière, gazière. Rareté demain de l'eau. Et je pense que ces phénomènes de rareté, associés à un besoin profond de sécurité qu'on rencontre aux quatre coins de la planète, je crois que ces deux phénomènes-là entraîneront forcément des changements culturels profonds qu'on va explorer sûrement avec plaisir, et à Davos, et dans les mois qui viennent. Besoin de sécurité, besoin aussi d'un peu plus de morale et d'éthique dans certains milieux financiers. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il va falloir... Moi, je crois beaucoup à la notion d'équilibre. Le pendule est allé beaucoup trop loin du côté de la cupidité. Il faut se garder d'un pendule qui irait à l'autre bout du spectre, sur le terrain de la culpabilité. Donc entre cupidité et culpabilité, il va falloir trouver un point d'équilibre qui soit en ligne avec des principes éthiques revus et corrigés. Écoutez, c'est un peu l'objet des travaux de ce 3e Forum international économique et financier de Paris. Merci de l'avoir ouvert de cette façon. Madame la Ministre, merci beaucoup.